7 minutes. Juste 7 minutes qui ont bouleversé à jamais l'équilibre géopolitique de la planète. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son traditionnel monologue truffé de menaces et d'intimidations. Dans sa tête, il avait une nouvelle fois fait trembler l'Assemblée du G20. Il guettait ce silence apeuré qu'affichaient d'ordinaire les dirigeants occidentaux face à lui. C'est alors que Sébastien Lecornu s'est dressé et a prononcé des mots qui ont figé toute la salle de conférence. Loin d'une banale riposte diplomatique, ce fut l'instant précis où la planète entière a assisté à l'humiliation. 7 minutes. Juste 7 minutes qui ont bouleversé à jamais l'équilibre géopolitique de la planète. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son traditionnel monologue truffé de menaces et d'intimidations. Dans sa tête, il avait une nouvelle fois fait trembler l'Assemblée du G20. Il guettait ce silence apeuré qu'affichaient d'ordinaire les dirigeants occidentaux face à lui. C'est alors que Sébastien Lecornu s'est dressé et a prononcé des mots qui ont figé toute la salle de conférence. Loin d'une banale riposte diplomatique, ce fut l'instant précis où la planète entière a assisté à l'humiliation publique d'un tyran par celui-là même qu'il croyait pouvoir faire plier. Poutine avait soigneusement orchestré son numéro d'intimidation habituel sans imaginer une seconde que ce serait lui et lui seul qui se retrouveraient projetés sous les feux des projecteurs au cœur du sommet de Bali. Dans l'immense salle, ce matin-là, la tension était à couper au couteau. Les 20 chefs d'État les plus influents du globe étaient rassemblés pour ce sommet du G20. Mais chacun pressentait que cette rencontre dépasserait largement le cadre d'un simple échange sur l'économie. Il s'agissait d'un véritable choc géopolitique opposant l'Occident à Vladimir Poutine, la démocratie à l'autoritarisme, la diplomatie à la brutalité. Poutine avait fait son entrée entouré de sa délégation coutumière, encadrée par ses gardes du corps massif et ses conseillers au regard impassible. Le maître du Kremlin arborait cette froideur imperturbable qui avait fait plier tant de dirigeants à travers le monde durant des décennies. Il était persuadé de pouvoir encore une fois dicter sa loi à coups de menaces dissimulées et de pressions sourdes. Ce qu'il ignorait totalement, c'est que Sébastien Lecornu avait consacré plusieurs semaines à préparer minutieusement cet affrontement. Le Premier ministre français n'avait pas fait le déplacement jusqu'à Bali pour encaisser passivement les provocations du dirigeant russe. Il était venu démontrer à la planète entière la manière dont on doit répondre à un autocrate. Mais nul ne s'en doutait encore. Nul à l'exception peut-être d'Emmanuel Macron qui contemplait la scène avec ce demi-sourire mystérieux qu'il gardait pour les grands rendez-vous diplomatiques. La confrontation s'engage dès l'ouverture de la séance plénière consacrée à la sécurité internationale. Poutine s'empare du micro avec sa morgue habituelle, cette autorité écrasante que lui procure la maîtrise d'un arsenal atomique de 6000 ogives. « Mes chers collègues », lance-t-il avec ce rictus glacial qui fige généralement le sang de ses vis-à-vis, la planète traverse aujourd'hui une phase de tension fabriquée de toutes pièces par certaines puissances occidentales totalement irresponsables. Voilà le coup d'envoi de son offensive habituelle. Poutine pointe du doigt les soi-disant provocations de l'OTAN, dénonce le soutien militaire apporté à Kiev, brandit la menace de représailles imprévisibles contre quiconque oserait tenir tête à Moscou. Chacun de ces mots est pesé pour semer l'effroi, pour rappeler à l'auditoire qu'en face d'eux se tient un homme prêt à toutes les extrémités. Il s'imagine déjà avoir mis l'assistance dans sa poche lorsqu'un événement totalement inattendu se produit. Lecornu, lui, n'adopte pas la posture des autres chefs d'État. Plutôt que de baisser les yeux ou de griffonner fébrilement quelques notes, il soutient le regard de Poutine avec une fixité presque dérangeante. Au moment où le dictateur russe achève sa première rafale de menaces, le Premier ministre français lui pose cette question toute simple. « En avez-vous fini avec votre petit spectacle, monsieur Poutine ?» Le terme « spectacle » claque dans la salle comme une véritable gifle. Jamais personne n'avait osé s'adresser de la sorte au maître du Kremlin. « J'aimerais à présent réagir à votre prestation », poursuit Lecornu en se redressant posément, et c'est alors que durant les 7 minutes qui vont suivre, tout va se renverser. « Monsieur Poutine », attaque Lecornu avec un sang-froid. 7 minutes. Juste 7 minutes qui ont bouleversé à jamais l'équilibre géopolitique de la planète. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son traditionnel monologue truffé de menaces et d'intimidations. Dans sa tête, il avait une nouvelle fois fait trembler l'Assemblée du G20. Il guettait ce silence apeuré qu'affichaient d'ordinaire les dirigeants occidentaux face à lui. C'est alors que Sébastien Lecornu s'est dressé et a prononcé des mots qui ont figé toute la salle de conférence.
Loin d'une banale riposte diplomatique, ce fut l'instant précis où la planète entière a assisté à l'humiliation publique d'un tyran par celui-là même qu'il croyait pouvoir faire plier. Poutine avait soigneusement orchestré son numéro d'intimidation habituel sans imaginer une seconde que ce serait lui et lui seul qui se retrouveraient projetés sous les feux des projecteurs au cœur du sommet de Bali. Dans l'immense salle ce matin-là, la tension était à couper au couteau. Les 20 chefs d'État les plus influents du globe étaient rassemblés pour ce sommet du G20. Mais chacun pressentait que cette rencontre dépasserait largement le cadre d'un simple échange sur l'économie. Il s'agissait d'un véritable choc géopolitique opposant l'Occident à Vladimir Poutine, la démocratie à l'autoritarisme, la diplomatie à la brutalité. Poutine avait fait son entrée entouré de sa délégation coutumière, encadrée par ses gardes du corps massif et ses conseillers au regard impassible. Le maître du Kremlin arborait cette froideur imperturbable qui avait fait plier tant de dirigeants à travers le monde durant des décennies. Il était persuadé de pouvoir encore une fois dicter sa loi à coups de menaces dissimulées et de pressions sourdes. Ce qu'il ignorait totalement, c'est que Sébastien Lecornu avait consacré plusieurs semaines à préparer 7 minutes. Juste 7 minutes qui ont bouleversé à jamais l'équilibre géopolitique de la planète. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son traditionnel monologue truffé de menaces et d'intimidation. Dans sa tête, il avait une nouvelle fois fait trembler l'assemblée du G20. Il guettait ce silence apeuré qu'affichaient d'ordinaire les dirigeants occidentaux face à lui. C'est alors que Sébastien Lecornu s'est dressé et a prononcé des mots qui ont figé toute la salle de conférence. Loin d'une banale riposte diplomatique, ce fut l'instant précis où la planète entière a assisté à l'humiliation publique d'un tyran par celui-là même qu'il croyait pouvoir faire plier. Poutine avait soigneusement orchestré son numéro d'intimidation habituel sans imaginer une seconde que ce serait lui et lui seul qui se retrouveraient projetés sous les feux des projecteurs au cœur du sommet de Bali. Dans l'immense salle ce matin-là, la tension était à couper au couteau. Les 20 chefs d'État les plus influents du globe étaient rassemblés pour ce sommet du G20. Mais chacun pressentait que cette rencontre dépasserait largement le cadre d'un simple échange sur l'économie. Il s'agissait d'un véritable choc géopolitique opposant l'Occident à Vladimir Poutine, la démocratie à l'autoritarisme, la diplomatie à la brutalité. Poutine avait fait son entrée entouré de sa délégation coutumière, encadrée par ses gardes du corps massif et ses conseillers au regard impassible. Le maître du Kremlin arborait cette froideur imperturbable qui avait fait plier tant de dirigeants à travers le monde durant des décennies. Il était persuadé de pouvoir encore une fois dicter sa loi à coups de menaces dissimulées et de pressions sourdes. Ce qu'il ignorait totalement, c'est que Sébastien Lecornu avait consacré plusieurs semaines à préparer minutieusement cet affrontement. Le Premier ministre français n'avait pas fait le déplacement jusqu'à Bali pour encaisser passivement les provocations du dirigeant russe. Il était venu démontrer à la planète entière la manière dont on doit répondre à un autocrate. Mais nul ne s'en doutait encore. Nul à l'exception peut-être d'Emmanuel Macron qui contemplait la scène avec ce demi-sourire mystérieux qu'il gardait pour les grands rendez-vous diplomatiques. La confrontation s'engage dès l'ouverture de la séance plénière consacrée à la sécurité internationale. Poutine s'empare du micro avec sa morgue habituelle, cette autorité écrasante que lui procure la maîtrise d'un arsenal atomique de 6000 ogives. « Mes chers collègues », lance-t-il avec ce rictus glacial qui fige généralement le sang de ses vis-à-vis, la planète traverse aujourd'hui une phase de tension fabriquée de toutes pièces par certaines puissances occidentales totalement irresponsables. Voilà le coup d'envoi de son offensive habituelle. Poutine pointe du doigt les soi-disant provocations de l'OTAN, dénonce le soutien militaire apporté à Kiev, brandit la menace de représailles imprévisibles contre quiconque oserait tenir tête à Moscou. Chacun de ces mots est pesé pour semer l'effroi, pour rappeler à l'auditoire qu'en face d'eux se tient un homme prêt à toutes les extrémités. Il s'imagine déjà avoir mis l'assistance dans sa poche lorsqu'un événement totalement inattendu se produit. Lecornu, lui, n'adopte pas la posture des autres chefs d'État. Plutôt que de baisser les yeux ou de griffonner fébrilement quelques notes, il soutient le regard de Poutine avec une fixité presque dérangeante. Au moment où le dictateur russe achève sa première rafale de menaces, le Premier ministre français lui pose cette question toute simple. « En avez-vous fini avec votre petit spectacle, monsieur Poutine ?» Le terme « spectacle » claque dans la salle comme une véritable gifle. Jamais personne n'avait osé s'adresser de la sorte au maître du Kremlin. « J'aimerais à présent réagir à votre prestation », poursuit Lecornu en se redressant posément.
Et c'est alors que durant les 7 minutes qui vont suivre, tout va se renverser. Monsieur Poutine, attaque le cornu avec un sang-froid olympien qui tranche brutalement avec la hargne russe. Laissez-moi vous éclairer sur la nuance qui sépare un véritable chef d'État d'un simple malfrat. Le premier coup atteint sa cible. L'Assemblée retient son souffle. Aucun dirigeant n'avait jamais qualifié Poutine de malfrat en public. Un véritable chef d'État impose le respect par les actes qu'il pose. Un malfrat lui cherche à arracher la soumission par la terreur. À vous de deviner dans quelle catégorie vous vous rangez. Poutine essaie de placer un mot, mais Lecornu refuse de lui en laisser l'occasion. Vous évoquez les provocations occidentales. Évoquons plutôt vos propres invasions: Géorgie en 2008, Crimée en 2014, Ukraine en 2022. 3 agressions, 3 piétinements du droit international. Voilà votre véritable bilan, monsieur Poutine. Chacune des accusations atteint sa cible avec précision. Les caméras de CNN, de la BBC et de toutes les grandes chaînes mondiales immortalisent cette confrontation entrée dans l'histoire. Vous brandissez la menace de conséquences imprévisibles. Permettez-moi de vous énumérer les conséquences parfaitement prévisibles de vos agissements. Enchaîne Lecornu sans relâche. Isolement diplomatique, ruine économique, exode des intelligences. Votre pays se transforme en paria sous votre direction. Poutine, accoutumé à faire trembler ceux qui lui font face, commence à saisir qu'il se heurte cette fois à un adversaire d'une toute autre trempe. Lecornu ne tremble pas. 7 minutes. Juste 7 minutes qui ont bouleversé à jamais l'équilibre géopolitique de la planète. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son traditionnel... 7 minutes. Juste 7 minutes qui ont bouleversé à jamais l'équilibre géopolitique de la planète. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son traditionnel monologue truffé de menaces et d'intimidation. Dans sa tête, il avait une nouvelle fois fait trembler l'Assemblée du G20. Il guettait ce silence apeuré qu'affichaient d'ordinaire les dirigeants occidentaux face à lui. C'est alors que Sébastien Lecornu s'est dressé et a prononcé des mots qui ont figé toute la salle de conférence. Loin d'une banale riposte diplomatique, ce fut l'instant précis où la planète entière a assisté à l'humiliation publique d'un tyran par celui-là même qu'il croyait pouvoir faire plier. Poutine avait soigneusement orchestré son numéro d'intimidation habituel sans imaginer une seconde que ce serait lui et lui seul qui se retrouverait projeté sous les feux des projecteurs au cœur du sommet de Bali. Dans l'immense salle, ce matin-là, la tension était à couper au couteau. Les 20 chefs d'État les plus influents du globe étaient rassemblés pour ce sommet du G20. Mais chacun pressentait que cette rencontre dépasserait largement le cadre d'un simple échange sur l'économie. Il s'agissait d'un véritable choc géopolitique opposant l'Occident à Vladimir Poutine, la démocratie à l'autoritarisme, la diplomatie à la brutalité. Poutine avait fait son entrée entouré de sa délégation coutumière, encadrée par ses gardes du corps massif et ses conseillers au regard impassible. Le maître du Kremlin arborait cette froideur imperturbable qui avait fait plier tant de dirigeants à travers le monde durant des décennies. Il était persuadé de pouvoir encore une fois dicter sa loi à coups de menaces. 7 minutes. Juste 7 minutes qui ont bouleversé à jamais l'équilibre géopolitique de la planète. Vladimir Poutine venait à peine d'achever son traditionnel monologue truffé de menaces et d'intimidation. Dans sa tête, il avait une nouvelle fois fait trembler l'Assemblée du G20. Il guettait ce silence apeuré qu'affichaient d'ordinaire les dirigeants occidentaux face à lui. C'est alors que Sébastien Lecornu s'est dressé et a prononcé des mots qui ont figé toute la salle de conférence. Loin d'une banale riposte diplomatique, ce fut l'instant précis où la planète entière a assisté à l'humiliation publique d'un tyran par celui-là même qu'il croyait pouvoir faire plier. Poutine avait soigneusement orchestré son numéro d'intimidation habituel sans imaginer une seconde que ce serait lui et lui seul qui se retrouverait projeté sous les feux des projecteurs au cœur du sommet de Bali. Dans l'immense salle, ce matin-là, la tension était à couper au couteau. Les 20 chefs d'État les plus influents du globe étaient rassemblés pour ce sommet du G20. Mais chacun pressentait que cette rencontre dépasserait largement le cadre d'un simple échange sur l'économie. Il s'agissait d'un véritable choc géopolitique opposant l'Occident à Vladimir Poutine, la démocratie à l'autoritarisme, la diplomatie à la brutalité. Poutine avait fait son entrée entouré de sa délégation coutumière, encadrée par ses gardes du corps massif et ses conseillers au regard impassible. Le maître du Kremlin arborait cette froideur imperturbable qui avait fait plier tant de dirigeants à travers le monde durant des décennies. Il était persuadé de pouvoir encore une fois dicter sa loi à coups de menaces dissimulées et de pressions sourdes.
Ce qu'il ignorait totalement, c'est que Sébastien Lecornu avait consacré plusieurs semaines à préparer minutieusement cet affrontement. Le Premier ministre français n'avait pas fait le déplacement jusqu'à Bali pour encaisser passivement les provocations du dirigeant russe. Il était venu démontrer à la planète entière la manière dont on doit répondre à un autocrate. Mais nul ne s'en doutait encore. Nul, à l'exception peut-être d'Emmanuel Macron qui contemplait la scène avec ce demi-sourire mystérieux qu'il gardait pour les grands rendez-vous diplomatiques. La confrontation s'engage dès l'ouverture de la séance plénière consacrée à la sécurité internationale. Poutine s'empare du micro avec sa morgue habituelle, cette autorité écrasante que lui procure la maîtrise d'un arsenal atomique de 6000 ogives. « Mes chers collègues », lance-t-il avec ce rictus glacial qui fige généralement le sang de ses vis-à-vis, la planète traverse aujourd'hui une phase de tension fabriquée de toutes pièces par certaines puissances occidentales totalement irresponsables. Voilà le coup d'envoi de son offensive habituelle. Poutine pointe du doigt les soi-disant provocations de l'OTAN, dénonce le soutien militaire apporté à Kiev, brandit la menace de représailles imprévisibles contre quiconque oserait tenir tête à Moscou. Chacun de ces mots est pesé pour semer l'effroi, pour rappeler à l'auditoire qu'en face d'eux se tient un homme prêt à toutes les extrémités. Il s'imagine déjà avoir mis l'assistance dans sa poche lorsqu'un événement totalement inattendu se produit. Lecornu, lui, n'adopte pas la posture des autres chefs d'État. Plutôt que de baisser les yeux ou de griffonner fébrilement quelques notes, il soutient le regard de Poutine avec une fixité presque dérangeante. Au moment où le dictateur russe achève sa première rafale de menaces, le Premier ministre français lui pose cette question toute simple. « En avez-vous fini avec votre petit spectacle, monsieur Poutine ?» Le terme « spectacle » claque dans la salle comme une véritable gifle. Jamais personne n'avait osé s'adresser de la sorte au maître du Kremlin. « J'aimerais à présent réagir à votre prestation », poursuit Lecornu en se redressant posément, et c'est alors que durant les 7 minutes qui vont suivre, tout va se renverser. « Monsieur Poutine », attaque Lecornu avec un sang-froid olympien qui tranche brutalement avec la hargne russe, « laissez-moi vous éclairer sur la nuance qui sépare un véritable chef d'État d'un simple malfrat. » Le premier coup atteint sa cible. L'Assemblée retient son souffle. Aucun dirigeant n'avait jamais qualifié Poutine de malfrat en public. Un véritable chef d'État impose le respect par les actes qu'il pose. Un malfrat lui cherche à arracher la soumission par la terreur. À vous de deviner dans quelle catégorie vous vous rangez. Poutine essaie de placer un mot, mais Lecornu refuse de lui en laisser l'occasion. Vous évoquez les provocations occidentales. Évoquons plutôt vos propres invasions, Géorgie en 2008, Crimée en 2014, Ukraine en 2022. 3 agressions, 3 piétinements du droit international. Voilà votre véritable bilan, monsieur Poutine. Chacune des accusations atteint sa cible avec précision. Les caméras de CNN, de la BBC et de toutes les grandes chaînes mondiales immortalisent cette confrontation entrée dans l'histoire. Vous brandissez la menace de conséquences imprévisibles. Permettez-moi de vous énumérer les conséquences parfaitement prévisibles de vos agissements. Enchaîne Lecornu sans relâche. Isolement diplomatique, ruine économique, exode des intelligences. Votre pays se transforme en paria sous votre direction. Poutine, accoutumé à faire trembler ceux qui lui font face, commence à saisir qu'il se heurte cette fois à un adversaire d'une toute autre trempe. Lecornu ne tremble pas, ne fléchit pas, ne tente aucun apaisement. Bien au contraire, il l'assaille frontalement. Vous voulez aborder la sécurité de la planète parfait. Qui agite la menace nucléaire contre des populations civiles, qui empoisonne ses opposants jusque sur le sol étranger, qui sponsorise le terrorisme à travers le monde. Tout le monde ici connaît la réponse. L'accusation lancée sans détour résonne comme une déflagration. Les chefs d'État réunis n'en reviennent pas de ce qu'ils entendent. Enfin, quelqu'un a le cran de dire à Poutine ces 4 vérités sous les yeux de la planète entière. Mais ce qu'il y a de plus pitoyable dans votre posture, monsieur Poutine, enchaîne Lecornu avec un dédain qu'il ne prend même plus la peine de masquer, c'est précisément votre lâcheté. Vous vous abritez derrière votre arsenal nucléaire parce que vous savez parfaitement que votre armée est incapable de remporter le moindre conflit conventionnel. Voilà l'estocade finale. L'évocation du fiasco militaire russe sur le sol ukrainien fait totalement perdre pied au dictateur. Poutine pâlit à vue d'œil, ses mains se mettent à frémir imperceptiblement.
Pour la toute première fois depuis qu'il dirige son pays, il se retrouve déstabilisé face à un aréopage international. « Vous travestissez les faits » bredouille-t-il péniblement. « Je travestis quoi au juste » rétorque Lecornu avec un rictus glacé. Vos déconvenues militaires en Ukraine, votre échec cuisant à conquérir Kiev, vos officiers généraux qui tombent les uns derrière les autres, ou bien votre repli précipité de Kharkiv. Chacune de ces interrogations s'enfonce comme une lame. Poutine s'efforce de reprendre la main. La Russie protège ses intérêts légitimes. Vos intérêts légitimes, le coupe Lecornu. Massacrer des populations civiles, c'est un intérêt légitime. Pilonner des hôpitaux, c'est de la légitime défense. Arracher des enfants ukrainiens à leurs familles, c'est de la protection. La liste des crimes de guerre commis par la Russie retentit dans un silence devenu assourdissant. Les autres chefs d'État sidérés contemplent ce démontage méthodique du tyran moscovite. Monsieur Poutine, vous n'avez rien d'un homme d'État. Vous êtes un criminel de guerre dissimulé derrière un fauteuil présidentiel, martèle Lecornu avec une froideur de chirurgien. Et aujourd'hui, sous le regard du monde entier, je vous le déclare ouvertement, la France ne vous craint pas. Le silence qui s'installe alors est lourd à en perdre la respiration. Poutine, cet homme qui a tenu l'Europe en haleine durant des années, demeure muet. Son visage trahit un cocktail de fureur et de honte qu'aucun objectif photographique n'avait jusqu'alors immortalisé. Mais Lecornu est loin d'avoir terminé. Vous souhaitez savoir ce qui va advenir désormais, permettez-moi de vous l'exposer en toute simplicité, poursuit-il en se rapprochant de la délégation russe. La France poursuivra son soutien militaire à l'Ukraine jusqu'à votre déroute totale. Nous durcirons encore les sanctions jusqu'à l'effondrement complet de votre économie et nous traquerons vos crimes devant chacune des juridictions internationales. Poutine tente alors une ultime manœuvre désespérée. Vous jouez donc avec le feu nucléaire. Non, monsieur Poutine, c'est vous qui jouez avec le feu et vous venez à l'instant de vous y brûler face à la planète entière. Le Premier ministre français pivote alors vers l'ensemble de l'Assemblée. Mesdames, messieurs les chefs d'État, observez bien cet individu. Voilà à quoi ressemble réellement un dictateur lorsqu'on lui tient tête un peureux qui ne maîtrise que l'art de menacer et d'effrayer. L'ovation qui éclate ensuite prend Lecornu lui-même de court. Joe Biden bondit le premier sur ses pieds, immédiatement imité par Ursula von der Leyen, puis par l'intégralité des dirigeants démocratiques présents dans la salle. Même Xi Jinping, pourtant fidèle allié de Poutine, demeure assis sans joindre ses applaudissements, sans toutefois élever la moindre protestation. Poutine, totalement abandonné de tous, assiste, sans pouvoir réagir à sa propre humiliation publique. Les reporters présents dans la salle réalisent qu'ils viennent d'être témoins d'un instant entré dans l'histoire. Il ne s'agit plus uniquement d'un rendez-vous diplomatique de plus, mais bel et bien de l'acte fondateur d'une époque géopolitique inédite où les régimes démocratiques cessent enfin de redouter les autocrates. Monsieur Poutine, achève Lecornu en regagnant son siège, vous pouvez désormais regagner votre bunker. Le monde libre ne tremble plus devant vous. Lorsque Poutine s'éclipse en toute hâte de la salle escorté par sa délégation totalement défaite, un véritable tonnerre d'applaudissements se déchaîne. Pour la première fois depuis bien des années, un tyran vient de subir une humiliation publique sous les yeux de la communauté internationale tout entière. Les heures qui suivent viennent confirmer l'ampleur considérable du séisme géopolitique en cours. Les réseaux sociaux entrent littéralement en ébullition. Le hashtag opposant les deux hommes devient viral en moins de 60 minutes. Les extraits de vidéos de cet affrontement totalisent plus de 100 millions de visionnages en l'espace de 24 heures. Lecornu vient d'offrir à la planète entière une véritable leçon de bravoure. Poutine humilié comme jamais auparavant. La France ouvre la voie au reste du monde. Les commentaires affluent de partout sur le globe. Les grands titres des médias internationaux font leur une. CNN. Un premier ministre français inflige une humiliation cinglante à Poutine. BBC. Le jour où Poutine a vu sa crédibilité s'évaporer. The New York Times. Comment Lecornu a redessiné la géopolitique en 7 minutes seulement. Même RT, l'organe de propagande du Kremlin, est contraint de relayer l'événement, s'efforçant maladroitement d'atténuer la déconfiture de son chef. Du côté de Moscou, c'est de la panique généralisée qui s'installe. Les conseillers de Poutine s'évertuent à contenir les dégâts, mais l'impact reste tout simplement dévastateur. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, le dictateur russe apparaît affaibli et vulnérable aux yeux de son propre peuple.
Les images de son humiliation circulent même à l'intérieur des frontières russes en dépit de toute la censure mise en place. Dans les capitales du monde occidental, en revanche, l'ambiance est à l'euphorie totale. À Washington, Joe Biden adresse personnellement ses félicitations à l'écornu. Vous venez d'accomplir ce que nous rêvions tous de réaliser depuis tant d'années. Du côté de Londres, le Premier ministre britannique salue chaleureusement ce moment historique de courage français. À Berlin, même l'Allemagne, pourtant traditionnellement frileuse à l'idée de provoquer Moscou, applaudit avec enthousiasme la performance hexagonale. Les retombées géopolitiques se manifestent sans le moindre délai. L'Ukraine bénéficie d'un appui militaire considérablement renforcé de la part de l'ensemble des nations occidentales. Le régime de sanctions visant la Russie est encore davantage durci. Plusieurs États jusque-là neutres basculent dans le camp occidental galvanisé par la bravoure française. Le Cornu vient de libérer la parole à l'échelle planétaire, décrypte un spécialiste de Chatham House. À l'opposé, les alliés traditionnels de Poutine prennent leur distance avec lui. Pékin se garde bien de tout commentaire, Téhéran joue la montre. Même Pyongyang demeure étrangement silencieuse. Poutine a définitivement perdu toute crédibilité sur la scène internationale, tranche un analyste du MIT. Pour Poutine lui-même, sur le plan personnel, les répercussions s'avèrent tout bonnement catastrophiques. Sa cote de popularité en Russie s'effondre de manière brutale. Les oligarques commencent ouvertement à remettre en cause sa capacité à diriger. L'armée russe, déjà rongée par les revers subis en Ukraine, perd encore davantage foi en son chef suprême. 3 mois après ce face-à-face historique, Poutine cherche à organiser un sommet de réconciliation avec la France, mais le Cornu pose d'emblée ses exigences. Retrait intégral des troupes d'Ukraine, versement de réparation de guerre, traduction en justice des criminels de guerre. L'ère des compromis avec les tyrans appartient désormais au passé, déclare solennellement le Premier ministre français. 6 mois plus tard, l'empire bâti par Poutine commence visiblement à se lézarder. Plusieurs régions de la Fédération de Russie sont secouées par d'importants troubles. L'opposition intérieure gagne nettement en puissance. L'écornu a démontré que Poutine n'était finalement qu'un géant au pied d'argile, décrypte un historien de Harvard. 1 an après cette journée gravée dans les mémoires, la face du monde a véritablement changé. Poutine ne suscite désormais plus la crainte, mais uniquement le mépris. Les démocraties ont retrouvé toute confiance en leurs valeurs fondamentales, et tout cela grâce à 7 minutes de bravoure française face à la barbarie russe. Parfois, il ne faut qu'un seul homme courageux pour bouleverser le cours de l'histoire, résume Lecornu dans les pages de ses mémoires. Cet affrontement demeurera comme l'instant où l'Occident a cessé de redouter les tyrans, où un Premier ministre français a rappelé à l'humanité que la liberté ne se négocie jamais. Mais le récit ne s'achève absolument pas là. Les ondes de choc provoquées par cette humiliation publique infligée à Poutine vont remodeler l'ordre géopolitique mondial de façon définitive et irréversible. Dans les heures qui font suite à cet affrontement entré dans l'histoire, les chancelleries de la planète entière entrent dans une fébrilité totale. Du côté de Washington, la Maison-Blanche convoque dans l'urgence une session extraordinaire du Conseil de sécurité nationale. Le Cornu vient d'accomplir ce qu'aucun dirigeant du camp occidental n'avait osé entreprendre depuis tant d'années, déclare le secrétaire d'État américain. Il vient de prouver que Poutine peut être défié et humilié face à la planète entière. Le Pentagone procède sur le champ à la révision intégrale de ses évaluations stratégiques concernant Moscou. Si Poutine perd cette aura d'homme fort, cela rebat totalement les cartes sur l'échiquier militaire, analyse un général américain. Ses propres soldats vont commencer à émettre des doutes sur lui. La CIA mobilise jusqu'au dernier de ses agents pour scruter les réactions à l'intérieur du territoire russe. Nous assistons probablement au premier signe de l'effondrement du régime de Poutine, estime le patron de l'agence. Les services de renseignement américains repèrent d'ores et déjà des signaux de nervosité palpables au sein de l'élite dirigeante russe. À Londres, Downing Street savoure le moment avec une discrétion à peine dissimulée. Le Premier ministre britannique convoque son cabinet ministériel afin d'examiner cette nouvelle configuration. Le Cornu vient de percer une brèche béante dans la cuirasse de Poutine, explique-t-il devant ses ministres réunis. Nous devons absolument tirer parti de cette opportunité historique. Le MI6 reçoit ordre d'intensifier ses opérations clandestines sur le sol russe afin de capitaliser sur cette faiblesse subite du dictateur. Les diplomates britanniques sont entièrement mobilisés pour rallier d'autres nations à cette nouvelle posture intransigeante face à Moscou.
En Allemagne, la réaction se montre plus nuancée mais tout aussi lourde de conséquences. Olaf Scholz, encore meurtri par sa propre humiliation infligée par l'écornu, reconnaît néanmoins toute la portée de cet instant. La France vient de redéfinir entièrement les règles du jeu vis-à-vis de la Russie, admet-il auprès de ses conseillers. Les hauts gradés de l'armée russe, déjà profondément ébranlés par les revers essuyés sur le terrain ukrainien, voient leur foi en leur commandant suprême s'effriter encore davantage. Des réunions tenues dans le plus grand secret s'organisent au sein même de l'état-major afin de débattre de l'avenir du pays. Comment continuer à suivre un chef qui se fait humilier de cette manière, murmurent-ils entre eux à voix basse. Dans les différentes régions de la Fédération, les gouverneurs commencent à distancier progressivement du pouvoir central. Certains d'entre eux établissent discrètement des contacts avec des représentants français afin d'explorer d'éventuelles ouvertures diplomatiques. Moscou est en train de nous entraîner dans sa propre chute, explique-t-il sans détour. Nous devons impérativement songer à l'avenir de nos territoires respectifs. Les médias russes indépendants, en dépit de la répression féroce, parviennent malgré tout à diffuser des analyses détaillées de cet affrontement. Poutine n'est plus du tout l'homme fort qu'il prétendait incarner, écrivent-ils avec un courage remarquable. Ces articles circulent dans la clandestinité et alimentent un débat souterrain sur le devenir du régime. En Chine, Xi Jinping suit cette évolution avec un mélange complexe d'inquiétude et d'opportunisme calculateur. Si Poutine venait à chuter, cela bouleverserait totalement l'équilibre planétaire, analyse-t-il devant ses conseillers les plus proches. Pékin commence à prendre ses distances avec Moscou, refusant catégoriquement d'être associé à un dirigeant désormais affaibli. Les groupes industriels chinois reçoivent pour consigne de réduire drastiquement leurs investissements sur le sol russe. L'Iran, autre allié historique de la Russie, reconsidère également sa propre position. Un Poutine désormais affaibli ne peut plus assurer notre protection face aux pressions venues de l'Occident, estiment les dirigeants du régime des Mollahs. Téhéran amorce discrètement des contacts avec des intermédiaires européens afin de sonder de potentielles ouvertures diplomatiques. Même la Corée du Nord, pourtant totalement isolée du reste du monde, saisit que l'équilibre des forces vient de basculer. Kim Jong-un suspend immédiatement ses livraisons d'armement à destination de la Russie, préférant patienter pour observer comment la situation va évoluer. Les nations non alignées qui hésitaient jusqu'alors entre le bloc occidental et la Russie basculent massivement du côté de l'Occident à la suite de cette éclatante démonstration de force française. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud réévaluent intégralement leurs relations diplomatiques avec Moscou. Poutine n'inspire désormais plus le moindre respect, constatent unanimement leurs dirigeants. 3 semaines après l'affrontement spectaculaire de Bali, les toutes premières conséquences concrètes commencent à apparaître. La Russie perd coup sur coup plusieurs contrats d'armement majeurs, ses clients historiques préférant désormais se tourner vers des fournisseurs occidentaux. L'économie russe, déjà passablement affaiblie par les sanctions, encaisse de nouveaux revers cinglants. Le rouble s'effondre brutalement jusqu'à atteindre son plus bas niveau jamais enregistré dans l'histoire. Un mois après ces événements, les tout premiers signaux de rébellion à l'intérieur du pays font leur apparition. Plusieurs régions russes sont secouées par des manifestations massives, les populations locales se trouvant galvanisées par cette image d'un Poutine désormais affaibli. Les forces de maintien de l'ordre peinent considérablement à contenir la situation, étant elles-mêmes démoralisées par l'humiliation infligée à leur commandant suprême. 2 mois après